Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Christian Doumergue. Christian, comment vas-tu ? Eh ben ça va bien, Pascal, merci. Moi, je suis ravi. Quand tu m'as dit OK, on a trouvé une date et tout, j'étais vraiment très très content de faire cette émission. On avait fait, à mon sens, une des plus belles émissions, des plus intéressantes. Nous l'avions fait l'année dernière dans le cadre du Maybe par en live. C'est vraiment quand on commençait les émissions. Bon, à l'époque, le cadre était moins sympa que où tu es ce soir, quand même. Hein. Absolument, ouais. Bon, alors pour les gens qui avaient suivi, ça va mieux. Tu as pu récupérer toutes tes facultés. Oui. Enfin, tout n'est pas encore récupéré à 100%, ouais. Mais voilà, je marche, je cours, donc ça, voilà, ça va beaucoup mieux que lors de la dernière émission ensemble. Bon. Écoute, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'encore une fois, c'est vrai que tu t'étais bien fait mal quand même, effectivement. Hein. Ouais. Alors, on avait fait l'émission justement par rapport à ton livre Au cœur des théories du complot. On va l'afficher là. Je suis pas comme les Miss Météo, j'ai encore du mal avec mon fond vert pour me... On va le mettre là, tiens, voilà, on va mettre le livre Au cœur des théories du complot. C'est un livre d'ailleurs qui t'a permis d'être invité cet été à sur pas mal d'émissions de chaînes info en continu. Parce qu'il voulait ton point de vue. Oui, le point de vue sur les déviances complotistes des manifestations. Et puis voilà, donc ça m'a permis d'apporter une vision un peu équilibrée dans ce monde qui manque cruellement d'équilibre. Et de contrer un petit peu la vision médiatique qui voyait dans les manifestations type pass sanitaire en mouvement complotiste. Je me suis clairement inscrit en faux contre cette interprétation, en reconnaissant qu'effectivement, il y avait malgré tout des gens qui essayaient de tirer profit de ce mécontentement et de cette contestation du pass sanitaire, notamment des mouvances complotistes, mais qu'on ne pouvait pas réduire le mouvement du complotisme, que c'était bien autre chose, que c'était une réaction citoyenne. Donc voilà, c'est cette parole-là que j'ai eu l'opportunité de porter grâce à ce livre Au cœur des théories du complot. Et elle était nécessaire, et je dirais même qu'elle était non seulement nécessaire, mais en plus acceptée, admise, même souhaitée par les médias, puisque ils t'ont invité quand même, ils t'ont réinvité derrière pour que tu puisses tenir justement, apporter cet éclairage. Quoi. Moi, c'était une question qui s'est posée quand je suis intervenu la première fois. Bon, je me suis dit, je vais dire ce que je pense, et je serai sans doute plus jamais invité. Et en fait, non, pas du tout. Non, au contraire, semaine après semaine, j'ai été réinvité, j'ai réitéré chaque fois le même propos, et il n'y a pas eu de problème de censure de ce côté-là, quoi. Bon, en même temps, c'est du bon sens, c'est d'où l'intérêt pour un journaliste qui parfois peut être un petit peu coincé dans son carcan ou en tout cas dans sa fiche, d'avoir des intervenants qui vont apporter un petit peu de nuance, comme tu disais, dans ce monde de l'information qui est quand même très très binaire en général. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. C'est une vérité monolithique et c'est ça le problème aujourd'hui. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut apporter aussi dans ces médias-là une autre parole, hein, puisque sinon ça cautionne le discours des conspirationnistes de base. Hein. C'est un des gros dangers des gros médias, justement. C'est d'avoir une seule ligne idéologique et de pas voir à côté et de stigmatiser tout ce qui sort de cette ligne. Voilà, ça c'est un gros travers des médias actuels qu'il faudrait qu'ils corrigent, sinon ils cautionnent ce qui devient finalement dangereux. Hein. Les vraies mouvances complotistes en soi sont dangereuses et j'essaie d'apporter une vision grise en fait des choses. Exactement. Gris clair ou gris foncé, mais gris, voilà, comme ça. Oui. Rien n'est jamais ou zéro, hein, effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Alors, ce soir, c'est pas une émission sur le complot qu'on va faire, mais c'est une émission, alors que je souhaitais faire, sur, vous avez reconnu derrière moi, si vous avez eu déjà la chance d'aller sur les lieux, moi j'ai eu la chance d'y aller, eh bien, moi je suis à Rennes-le-Château, en direct, en duplex. Non, c'est la magie du fond vert. Vous avez reconnu la fameuse tour Magdalena, si je dis pas de bêtises. Magdala, voilà, je savais que j'en rajoutais. Magdala, effectivement. Cette tour qui est à côté pratiquement de l'église
de Rennes-le-Château, tour qui a été construite par le célèbre abbé Saunière, pardon. Saunière. Un petit coupage, je crois, Saunière, effectivement, par qui a commencé un petit peu le mystère de Rennes-le-Château. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu racontes dans ton livre, donc on va le mettre là, voilà, je vais y arriver, voilà, le secret dévoilé, c'est que tu expliques dans ce livre que Rennes-le-Château, quelque part, c'est un petit peu le premier mystère auquel tu t'es confronté et qui t'a donné envie de franchir, voilà, ce mur de brume dans lequel on ne voit pas toujours très très clair. Oui, pour faire la genèse de mon intérêt pour ce mystère, exactement le premier mystère qui m'a interpellé quand j'étais gamin, c'était les ovnis. Vraiment, j'étais passionné par cette question quand j'étais gamin. Et puis adolescent d'ailleurs, je lisais tout ce qui sortait sur le sujet, je collectais énormément d'informations, ça a été ma première grande passion dans le mystère, même si les histoires de fantômes, de maisons hantées, tout ça m'attirait, mais mon esprit était vraiment focalisé sur les ovnis. Je me souviens que gamin, je regardais les étoiles et je m'interrogeais, je pouvais pas concevoir qu'on était seul, pour moi il y avait forcément des mondes habités, et ça a été mon premier centre d'intérêt. Et puis, pendant l'adolescence, en fait, j'ai vu une émission, c'était en 1992, sur le mystère de Rennes-le-Château. C'était l'émission Mystère sur TF1, ça passait en prime time. Et alors, j'avais vaguement entendu parler de cette histoire de trésor, puisque, moi, je suis originaire du Sud, donc, plus ou moins. Et je me souviens que chaque été, dans le journal de Mickey, dont j'étais un lecteur assidu à l'époque, il y avait le numéro spécial trésor, que j'attendais avec impatience, parce que les histoires de trésor, quand même, me captivaient aussi. Et Rennes-le-Château avait été évoqué, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était quelque chose qui était lointain. Rennes, ça m'évoquait la Bretagne, bon voilà. Oui, plutôt, oui, effectivement. Ouais. Et puis donc je tombe sur cette émission 92, et là je réalise qu'en fait c'est pas très loin de chez moi cette histoire. Et puis surtout, je mesure en fait que c'est un vrai roman d'aventure dans la réalité. Puisqu'on part d'un tableau codé que Saunière aurait ramené de Paris, de croix de calvaire dans les environs de Rennes-le-Château, entre lesquels il faudrait tracer des lignes comme sur une carte au trésor. Voilà, tout ça m'a passionné vraiment dans cette émission, et j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. Je suis venu sur place, et à partir de là, ça a été le mystère qui a pris le dessus sur tout. J'ai laissé tomber les ovnis, même si c'est resté dans un coin de ma tête, et je me suis consacré pendant des années à l'étude du mystère de Rennes-le-Château, parce que vraiment là, il y avait quelque chose dans la réalité que j'avais pensé qu'on ne pouvait vivre qu'à travers un roman ou à travers un film. Voilà, ça a été ça le moteur premier. Et très vite, il y a eu un autre moteur, c'est que cette affaire-là, elle touchait aussi à des questions plus profondes, intérieures. C'était pas juste un jeu de gamin qui rêvait de l'île au trésor. Ça parlait aussi de la religion, ça parlait en arrière-plan de spiritualité. Et ces questions-là m'ont très vite tapé dans le mystère, et c'est ce qui fait que j'en suis pas sorti en fait, parce que ça a été l'ouverture d'une quête sans fin finalement. Alors, par contre, on est rentré en matière. Donc, vous avez vu le livre. Je vais être très clair. On risque d'envoyer des spoils pendant l'émission. Donc, moi, je l'ai lu, et vraiment, c'est ce que je disais à Christian en off tout à l'heure. Ce que je trouve super intéressant dans ce livre, c'est la construction, c'est-à-dire la façon dont les choses arrivent. Donc, je ne peux que vous conseiller, très honnêtement, si vous n'avez pas encore lu le livre, de peut-être mettre cette émission dans les à regarder plus tard. Avec YouTube, vous pouvez, pour ne pas vous gâcher effectivement la surprise, parce que c'est vrai que ce livre, c'est quand même, il y a beaucoup de cliffhanger quand même, il y a des moments où on fait un 360, un 180, c'est un livre super étonnant. Donc vraiment je me permets, mais pour pas gâcher le plaisir, si vous l'avez pas encore lu, vous allez l'acheter, vous le commandez, vous le lisez. En plus, vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer à lire, vous allez lire très très vite, parce que c'est vraiment passionnant. On a du mal à lâcher, on se dit encore un chapitre, et puis c'est 2h du matin, donc ça craint, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, et après vous regardez cette émission, comme ça vous ne gâchez rien. Alors Christian, effectivement, si je me trompe pas sur les dates, toi tu vois cette émission, c'est 92. Est-ce que tu t'imagines à ce moment-là que 20 ans après, tu vas écrire un livre qui va retracer ces 20 ans de recherche? Et puis surtout, mais ça, je te la poserai en fin d'émission. Le livre sort en 2012, nous sommes en 2021. Il y a bientôt 10 ans qui sont passés. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir si, par rapport à ce que tu as écrit en 2012, si les choses ont évolué, et peut-être même s'il y aurait matière à faire un deuxième volume. Mais ça, c'est autre chose quand même. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance
d'aller à Rennes-le-Château. J'y suis allé. Alors, je connaissais pas bien l'histoire. Hein. Je suis allé dans l'église. Je connaissais pas l'école. J'ai regardé. C'est vrai que c'est un endroit qui est quand même étonnant parce qu'on est un peu au milieu de nulle part et on apprend quand même que cet abbé arrive dans une église totalement délabrée. Et en quelques années, bah, il va faire des travaux pas pharaoniques, mais enfin bon, dignes d'une mairie plutôt que d'un abbé un petit peu désargenté quand même. C'est ce qui va frapper les esprits, c'est-à-dire que quand il arrive, on est en 1885, hein, quand Saunière Ouais. arrive à Rennes-le-Château, lui, c'est encore un jeune prêtre, il a 33 ans, c'est un homme plein de fougue, hein, on le voit, ses sermons, enfin, voilà quoi. Ça avait l'air d'être un Homme qui gaillard en a, plus. Hein. il a une puissance, Ouais. physique et il a une puissance intérieure. C'est un homme qui reste droit. C'est un homme qui va au combat, qui n'hésite pas hein, à aller au combat. Clairement, ça, on le voit tout au long de sa vie, ça. Et alors, quand il arrive à Rennes-le-Château, c'est vrai qu'il va se heurter à la vision que lui offre ce village et notamment l'église, puisque l'église elle est à l'état de quasi-ruine. Hein. Et ça, on le sait de façon très précise parce qu'on a tout un tas de rapports circonstanciés tout au long du 19e siècle où il y a des demandes en fait de subventions pour la rénovation de cette église et ces demandes n'aboutissent pas. Et par-dessus ça, il y a eu un petit peu avant l'arrivée de Saunière une espèce de mini tornade qui s'est abattue sur Rennes-le-Château et qui a fini de mettre à mal l'église. Donc il n'y a plus de vitraux. La toiture menace vraiment de s'effondrer. Donc voilà, c'est une église dans laquelle il pleut, dans laquelle il vente, et le presbytère n'est pas en meilleur état puisque lui aussi a été complètement abandonné depuis des années. Donc Saunière se heurte à ça quand il arrive. Et un an plus tard, en 1886, il va commencer à restaurer cette église. L'argent est arrivé pour lui, il a su trouver des réseaux pour financer les premiers travaux, et donc il va se lancer dans une rénovation de cette église qui va prendre plusieurs années hein, d'ailleurs. Et l'histoire, sans doute, elle se serait arrêtée là si une fois la rénovation du sanctuaire religieux achevée, il s'était pas lancé dans d'autres constructions justement. C'est-à-dire qu'une fois l'église achevée, une fois le jardin du Calvaire ornementé devant l'église, eh bien Saunière va construire une villa, style Renaissance. Il va construire la fameuse tour Magdala dont tu parlais en ouverture d'émission. On voit derrière. Hein, ouais. Il va construire tout un belvédère qui domine la haute vallée de l'Aude. Il va construire une tour en verre. Il va agrémenter tout ça de parcs, de jardins, avec des statues. Alors les statues, malheureusement, elles ont aujourd'hui disparu, mais on a les factures d'époque. Et évidemment, dans un village paysan qui est très pauvre, ça va surprendre parce qu'on ne comprend pas comment le curé, qui est un pauvre curé de campagne, hein, on n'est pas au stade d'un évêque avec Saunière, on est vraiment au bas de la hiérarchie. Rennes-le-Château, c'est au milieu de nulle part en plus. Hein. C'est au milieu de nulle part, absolument. Et à l'époque, c'est un pauvre village paysan. Il n'y a que des paysans à Rennes-le-Château. Les maisons sont assez miséreuses. Et d'un coup, voilà, on a ce curé qui dépense énormément. Il y a ce qui reste encore de ses dépenses, donc tout ce domaine qui est visible. Et il y a tout ce qui est devenu invisible et que les villageois de l'époque ont vu, c'est-à-dire les robes pour sa servante qu'il fait commander à Paris, à la Samaritaine, les invités qu'il reçoit, des aristocrates, des bourgeois aisés, et les repas qu'il leur offre. On a des lettres hein, de ces invités qui sont émerveillés. Vraiment, c'est un petit paradis terrestre. Il y a des repas dont on a gardé les menus qui sont tout à fait dignes d'un restaurant gastronomique. Il y a cette tour Magdala qui est en fait une bibliothèque extrêmement luxueuse avec plein de livres sur la littérature, sur l'art. Donc, vraiment, on ne comprend pas. Et pour les villageois, eh bien, très vite va naître une idée, c'est que le curé, il a trouvé un trésor. C'est l'idée qui va se répandre chez eux et qui est alimentée d'ailleurs par autre chose, les agissements un peu troubles du prêtre, puisque là aussi, on a des documents hein, qui sont conservés aux archives départementales de l'Aude. Alors, permets-moi de le dire maintenant parce que, oui. À la différence d'autres livres, parfois plus, par exemple, c'est un livre que tu cites, hein, par exemple par rapport à ça, qui sont des hypothèses construites sur des hypothèses, elles-mêmes construites sur des hypothèses, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose de solide, et on arrive à la fin à quelque chose, tu prends ou tu laisses, mais enfin c'est pas étayé. À la différence, toi tu as passé je ne peux même pas imaginer le nombre d'heures que tu as dû passer dans les bibliothèques, à gauche, à droite, pour récolter la documentation que tu as récoltée pour justement étayer la moindre de tes pages quand même. Hein. Oui, puisque l'idée c'était de vérifier. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une belle histoire à Rennes-le-Château qui circulait depuis des années, mais que quand on cherchait à vérifier les faits, c'était beaucoup plus compliqué. D'où voilà cette recherche documentaire avec laquelle j'ai essayé de vérifier tous les aspects de l'affaire et notamment l'aspect trésoraire, dans ce souci d'équilibre justement, parce que
l'absence de preuves a pu pousser certains à dire mais il n'y a jamais eu de trésor à Rennes-le-Château. C'est juste une histoire de trafic financier, trafic de messes, donations, etc. Il y a jamais eu de trésor. C'est des faits qui ont été évoqués, notamment par René Descadellas, qui a été un des premiers à déconstruire la mythologie de Rennes-le-Château. Mais ce point de vue-là me semble extrême, et c'est pour ça que voilà, je parle d'équilibre. C'est-à-dire que quand on creuse le sujet, et là j'évoquais des documents qui sont conservés aux archives départementales de l'Aude, eh bien, dans ces documents, ce sont des plaintes des villageois qui parlent donc des agissements de Saunière dans le cimetière, qui l'accusent donc de mettre le cimetière jouxtant l'église sans dessus-dessous. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines de ces plaintes, le mot fouille est employé. Donc là, on voit clairement que Saunière fait des fouilles dans le cimetière, qu'il recherche quelque chose. On a un autre élément qui montre qu'il a fait des découvertes. Hein. Il y a plein d'indices, hein, mais un autre élément parlant, c'est son cahier journal. Saunière tenait un cahier journal qui malheureusement en grande partie disparu, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près, j'estime, à 10% des documents générés par Saunière à l'époque. Beaucoup ont été détruits par les villageois, brûlés, et ça, on le sait, avant certaines visites épiscopales dans le village notamment. D'autres ont été dérobés et d'autres ont disparu. Mais dans ces 10% qui nous restent, on a des fragments du cahier journal et notamment quelques pages concernant l'année 1891. Et là, on voit que le 21 septembre 1891, alors qu'il est en plein travaux de rénovation de l'église, eh bien, Saunière note la découverte d'un tombeau. Et on note suite à ça des agissements bizarres, c'est-à-dire qu'il va interrompre les travaux pendant plusieurs jours. Il va congédier les maçons qui travaillaient jusque-là. Quand il va reprendre les travaux, ça va être une nouvelle équipe de maçons. Entre-temps, il a fait venir des confrères curés. Donc, manifestement, il leur a montré quelque chose qu'il a découvert dans l'église. Quoi, on ne sait pas exactement, mais on suppose, parce qu'il y a tout un faisceau de présomption, on suppose qu'il a trouvé une entrée menant à la crypte de l'église qui, depuis Saunière, n'a pas été réouverte et qui reste un des mystères de Rennes-le-Château. Mais c'est même scientifiquement, on va dire, acté, puisqu'il y a eu je sais pas comment s'appelle cet appareil, mais enfin un détecteur de sol qui indique qu'effectivement, il semble y avoir une cavité creuse à cet endroit. En tout cas, il y a quelque chose. Oui, absolument. Il y a des travaux alors très sérieux qui ont été conduits par un architecte bruxellois qui s'appelle Paul Saucé, qui a vraiment étudié de façon minutieuse tous les travaux réalisés par Saunière dans l'église, qui a étudié l'architecture de l'église, et qui, à l'aune de cette étude très fine, et qui est une étude aussi par comparaison à d'autres édifices de la même période historique, eh bien, a montré que Saunière avait cherché à dissimuler quelque chose pendant ses travaux. C'est très clair. Quand on suit l'évolution des travaux, on voit clairement qu'il cherche à tenir les villageois à l'écart de quelque chose et qu'il masque quelque chose dans l'église. Et si on compare aux autres édifices de la même période, ce qu'il masque, en fait, c'est une crypte qui se trouve sous l'église. Et donc, à partir de tout un tas de conjectures et d'observations, Paul Saucé avait reconstitué en 3 dimensions cette crypte. Hein. Ça reste une hypothèse, bien sûr, mais une hypothèse argumentée. Et il a eu l'occasion de faire vérifier, donc, par une équipe étrangère avec un radar de sol, son hypothèse. Et son hypothèse a été confirmée par cette détection au radar de sol, puisque là où il envisageait que se trouvait la crypte, effectivement, il y a à 3-4 mètres de profondeur un changement dans la structure du sol sous l'église de Rennes-le-Château qui semble indiquer la présence d'une cavité assez importante. Et malheureusement, depuis ces travaux qui ont vraiment une rigueur scientifique, aucune autorisation de fouille légale n'a été délivrée. Et de ce point de vue-là, on est dans une forme d'impasse en fait, hein, puisqu'on a la certitude qu'il y a quelque chose sous l'église, mais il n'y a pas les autorisations nécessaires pour pouvoir ouvrir cette crypte et lever une petite partie du mystère de Rennes-le-Château. Il reste des mystères, hein, encore une fois. Oui, absolument. Tout n'est pas dit quand même. Mais alors effectivement, tu parlais du cimetière tout à l'heure, de l'église. C'est vrai que par un moment, il annexe complètement les choses, quoi. Hein. Tu dis à un moment que les villageois ne peuvent même plus rentrer dans le cimetière parce que grosso modo, il a calfeutré, quoi, hein, pour faire ce qu'il a à faire lui. Oui, il a calfeutré l'église et le cimetière, c'est-à-dire que l'église, par exemple, il y avait c'est un exemple parmi d'autres, mais il y avait une statue de la Vierge qui était dans l'église, qui était très vénérée par les femmes du village. Eh bien, cette statue de la Vierge, il a fait en sorte qu'elle se trouve à l'extérieur pour que les villageoises n'aient plus à rentrer régulièrement dans l'église et que lui puisse. Un certain temps, ça n'a pas duré il met de l'autre côté du village. Tout son passage à Rennes-le-Château, mais voilà, il a un petit peu segmenté les choses.
Et puis, il y a eu le souvenir de ces virées nocturnes dans le cimetière, parce qu'on a cette image très gothique qui moi m'a beaucoup interpellé au début de Saunière et sa servante avec une lampe tempête la nuit à faire des fouilles dans le cimetière et à chercher on ne sait quoi. Je trouve ça fascinant, quoi. Là aussi, c'est digne d'un roman, cette histoire-là. Ah, mais de toute façon, cette histoire est un roman. Enfin, c'est absolument merveilleux. Alors, il y a un point quand même que tu soulèves et qui pour moi est essentiel. C'est qu'au final, la mairie était quand même très laïque, enfin pour le moins, et que ça a été compliqué, que c'est peut-être le début c'est peut-être le point de départ du début d'explication de la fortune, entre guillemets, de la Bessonnière, quand même. Le fait que la mairie se soit un petit peu... Non, ou alors c'était pas la mairie, pardon, c'était l'évêché. Enfin, à un moment, il se retrouve en bisbille avec la mairie, je crois. Alors, il a des rapports compliqués, en fait, Saunière, avec la municipalité et avec les villageois dans leur ensemble. C'est-à-dire que quand il arrive, il est en terre rouge ici, clairement. Lui est un monarchiste. Il est donc en zone ennemie, en fait. Et il est très engagé, donc il va être en fait très vite suspendu de ses fonctions pendant quelques mois après son arrivée à Rennes-le-Château. À l'époque, on est avant la séparation des Églises et de l'État. Rappelons le contexte. On est dans un contexte en fait où la République et les courants monarchistes et catholiques se livrent une guerre farouche en France. C'est ce qu'on a appelé la guerre des deux France. L'espoir monarchiste s'est plus ou moins évaporé, mais malgré tout, il reste dans certains esprits. Et puis surtout, la République est conçue comme une œuvre diabolique, vraiment de la part des milieux catholiques, et donc à ce titre-là doit être combattue farouchement puisque c'est l'incarnation du mal sur terre. Donc on est dans cet état d'esprit-là. Inversement, les républicains voient les prêtres comme des émissaires de l'obscurantisme. Donc il y a une haine qui est là des deux côtés. Et qui donne lieu d'ailleurs régulièrement à des bagarres. Quand j'ai pas mal parcouru la presse de l'époque, il y a régulièrement des bagarres politiques à l'époque dans les villages, y compris dans l'Aude. Alors, ce qui va se passer avec Saunière, c'est que donc on est avant 1905, avant la séparation des Églises et de l'État. Donc, les curés à ce moment-là, ils dépendent du ministère des cultes. Ils dépendent donc de l'État. Ils sont rémunérés par l'argent public en fait. Et à ce titre-là, ils ont des règles à respecter. Et une des règles mises en avant, évidemment, c'est la neutralité politique, c'est-à-dire qu'un curé n'a pas le droit de faire un prêche politique. Or, Saunière, lui, ne va pas écouter cette restriction. Il arrive à Rennes-le-Château pendant l'été 1885. À l'automne 1885, ce sont les élections législatives. Et évidemment, il prend fait et cause pour les candidats qui correspondent à son idéologie religieuse et politique. Il est dénoncé. La dénonciation était à l'époque assez courante. Tout le monde surveillait tout le monde. Et Saunière étant dénoncé est suspendu par le ministre des Cultes de ses fonctions de curé de Rennes-le-Château. Et son évêque, qui partage les mêmes affinités politiques, en fait, va, pour lui assurer une subsistance financière, le nommer professeur au petit séminaire de Narbonne. Et donc, il va passer quelques mois à Narbonne, puis il revient à Rennes-le-Château. Il revient à Rennes-le-Château et régulièrement, il se heurte un petit peu à la population. Il y a notamment en 1897 un événement qui a marqué les esprits là-dessus. On est le 14 juillet. Un incendie prend dans le village. Saunière a ceinturé tout le jardin autour de l'église et il a la seule citerne importante du village. La seule, vraiment. Donc, les villageois, en fait, viennent supplier de lui les laisser accéder à la citerne pour éteindre le feu. Et Saunière s'y oppose farouchement. Il s'y oppose farouchement. Lui seul a les clés du jardin qui permet d'accéder à sa citerne. Il ne leur donne pas les clés. Ils finissent par fracturer les accès et puis à arriver à la citerne. Et des années après, ça crée des suspicions, ça, chez les villageois. Est-ce qu'ils cachaient pas quelque chose dans la citerne ? Est-ce que c'était pas pour dissimuler des trouvailles qu'il avait là-dedans qui nous auraient empêché d'accéder à la citerne ? En fait, pour moi, il y a une autre explication qui est plus psychologique, en fait. C'est que ça se passait un 14 juillet. Et ça se passait un 14 juillet, donc jour de fête républicaine. Donc le feu dans le village pour Saunière, évidemment, vu l'état d'esprit dans lequel il était, c'était une vengeance divine à laquelle il n'allait pas s'opposer. Et c'est pour ça qu'il a interdit l'accès à sa citerne. Mais brûler en enfer, suppôt de Satan. Mais c'est un peu ça quand on lit les prêches qu'il a pu écrire à l'époque. Tous les tremblements de terre, par exemple, il y en a eu quelques-uns
assez tragique à l'époque, c'était à cause de l'installation de la République en France. Voilà, donc il est dans cet état d'esprit et ça explique une partie de son personnage, une partie des animosités avec la population. Mais en fait, ce qu'on va observer à Rennes-le-Château, c'est qu'au fil du temps, il va paraître plutôt pour être un bienfaiteur parce que Saunière reçoit et malgré ses idéologies politiques, il va aussi recevoir des gens de différents bords. Même si avec l'instituteur de Rennes-le-Château, Prosper Essieux, par contre, ça va être très tendu. Mais voilà, c'est un personnage qui va finir par se faire aimer. Et ce qu'on va remarquer, c'est que quand l'évêque lui tombe dessus en 1909, parce qu'effectivement, l'évêque va finir par lui tomber dessus, avec une certaine dose d'hypocrisie, parce qu'il faut remarquer que l'évêque nomme Saunière dans une autre paroisse que Rennes-le-Château pour le faire partir. Hein. Il va le nommer à Coustouge, qui est un village assez distant de Rennes-le-Château. En janvier 1909, cette nomination tombe, mais je dis que c'est hypocrite parce qu'en fait, c'est janvier 1909, c'est vraiment le moment où le domaine est entièrement fini, entièrement meublé intérieurement, et on sait que l'évêque voulait mettre la main sur ce domaine. Donc voilà. Saunière va rester à Rennes-le-Château, il va s'auto-proclamer prêtre libre. Un nouveau curé est nommé, mais lui dit la messe dans son domaine, dans la véranda qu'il a aménagée à côté de la Villa Béthanie. Et c'est là qu'on voit que les villageois ont changé, parce qu'en fait, tous les villageois viennent écouter l'abbé Saunière à ce moment-là. Et régulièrement, même le conseil municipal de Rennes-le-Château fait des lettres à l'évêque de Carcassonne pour soutenir Saunière et demander à ce qu'il soit réinstallé dans sa fonction. Donc voilà, au début ça se heurte, mais après il y a une histoire... d'amour qui naît entre le village et ce curé. Le village a dû quand même indirectement profiter. C'est le ruissellement des richesses, quoi. Voilà, j'imagine. Oui, absolument. Il a fait du bien au village aussi. Voilà. Et donc ça a permis de changer de regard sur lui. Ça aide. On ne mord pas la main qui te nourrit. Ça se fait pas. Un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est sûr. C'est vrai que il y a son frère aussi qui a quand même un rôle qui est aussi curé, je crois d'ailleurs, et qui lui aussi est au petit séminaire, qui est peut-être un début d'explication. Oui, c'est un des éléments que j'apporte dans le livre. Il y a Alfred, donc le frère de Béranger, qui est longtemps resté complètement méconnu dans cette histoire, alors que paradoxalement son visage était connu, puisqu'en fait tous les premiers portraits qui étaient censés être les portraits de Béranger Saunière, qui ont été présentés dans toutes les premières publications sur Rennes-le-Château, en fait n'étaient pas des portraits de Béranger, mais de Alfred, son frère. Quelque part, c'est une erreur inconsciente, mais bon. Oui. Mais significative, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose, parce qu'en fait, le Saunière qui est connu à l'époque, c'est Alfred. Clairement, j'ai fait des recherches sur lui. C'est un homme politique. Il est curé aussi. Il évolue. C'est un religieux, mais c'est un activiste politique d'une autre envergure que Béranger, en fait, puisque lui est en rapport vraiment avec toutes les grandes familles aristocratiques de la région. Il a été plusieurs fois à la tête du Cercle catholique de Narbonne, qui est donc un organisme très intéressant. Et là, c'est à l'aune de recherche en archives que j'ai pu lever ce voile-là, puisqu'aux archives départementales de l'Aude, j'ai mis la main sur un certain nombre de documents qui sont des rapports en fait de la sous-préfecture de Narbonne, qui évoquent Alfred Saunière, placé à la tête de ce cercle d'influence, puisque les cercles catholiques, il y en avait partout en France, en fait, à l'époque. Ils avaient été créés dans les années 1870 pour favoriser le retour du comte de Chambord en France. Donc, le comte de Chambord, qui était le prétendant au trône de France, en fait, qui avait été exilé à l'étranger. Et les milieux monarchistes et catholiques voulaient évidemment qu'il revienne en France, qu'il remonte sur le trône de France. Donc, on espérait, réinstaller la monarchie en France. Donc, les cercles catholiques, à la base, avaient été créés pour ça, pour préparer ce retour. Et c'était des groupes d'influence en fait, c'est-à-dire ils étaient chapeautés par les riches familles aristocratiques catholiques et monarchistes. Ils recrutaient chez les ouvriers. C'était officiellement des œuvres de bienfaisance en fait. On avait tout un tas d'avantages quand on faisait partie des cercles catholiques, mais c'était des instruments de manipulation évidemment pour ramener le maximum de personnes dans cette mouvance monarchiste. Ça se faisait pour les ouvriers, ça se faisait pour les soldats. Voilà, il y avait c'est ce que j'évoque un petit peu dans le livre, il y avait tout un réseau tentaculaire d'influence, y compris sur les musées, par exemple. Le musée de Narbonne, plus ou moins, était placé sous l'influence du cercle catholique pour que les collections aillent dans un bon sens, en fait, du point de vue de la foi catholique. Et Alfred était à la tête de cette institution souterraine.
y a joué un rôle très important et c'est lui qui a ramené en fait tous les fonds qui ont permis à Saunière de rénover l'église. Les premiers travaux de Saunière, clairement, sont financés par le Cercle catholique de Narbonne grâce à Alfred Saunière. Et j'en veux pour preuve la signature des donateurs, ce que j'appelle la signature des donateurs. Quand on arrive devant l'église de Rennes-le-Château, il y a le tympan qui est surmonté par une croix avec la devise Inox Signo Vinces, par ce signe tu le vaincras. Et cette devise, en fait, on la retrouve dans toutes les publications internes ou externes des cercles catholiques. J'ai même lu des rapports d'agents infiltrés, puisque la République avait des agents infiltrés dans les cercles catholiques. Donc j'ai pu lire certains rapports. Et l'un de ces rapports concernant les réunions narbonnaises parle d'une grande bannière Inox Signo Vinces qui était dans une des salles de réunion secrètes du cercle. Donc voilà, clairement c'est la signature des donateurs. Clairement, c'est par ce biais-là que Saunière a pu commencer son œuvre à Rennes-le-Château. Alors, les amis qui écoutaient, ça paraît évident quand Christian vous le dit, mais il faut savoir que là, c'est des mois et des mois de travail, et c'est toi qui as réussi à faire le rapprochement entre ces cercles catholiques, la devise de l'Église. Enfin voilà, toi, quand tu arrives, c'est des choses qui ne sont pas sues, ou qui, voilà, c'est ton travail qui a permis de faire le rapprochement. Absolument, oui, non, c'est des choses qui ne sont pas sues. La seule chose qu'on sait, c'est que il y a un frère qui s'appelle Alfred, sur lequel on a très peu d'éléments, qui a sans doute joué un rôle, mais on ne sait pas lequel, qui a été ostracisé parce qu'il y a un mystère sur Alfred. Il n'était pas blanc-bleu, on va dire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un personnage qui reste très trouble. Quand Saunière est attaqué par son évêque, en fait, en 1909, Alfred est mort quelques temps plus tôt, et il y a une lettre de Saunière qui dit clairement qu'il paie les fautes de son frère. Mais alors, quelle faute on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Puisque du point de vue des archives épiscopales, par contre des archives de l'évêché de Carcassonne, là on communique rien. J'ai juste eu les actifs de situation d'Alfred, mais rien de plus. Donc il y a une zone d'ombre sur ce personnage, qui était plus ou moins connue, mais ce que j'ai apporté effectivement, c'est son implication politique et le fait qu'à l'époque le Saunière connu c'était lui et qu'il a joué un rôle important. Le cercle catholique, personne ne connaissait non plus. Voilà, c'est un des éléments que j'ai apporté. C'est essentiel parce qu'une fois que tu comprends ça, tu comprends d'où vient l'argent et la notion de trésor devient un peu plus optionnelle, on va dire. Voilà. Tu peux expliquer comment il a fait, quoi. Oui, c'est ça. Tout le départ des travaux, on peut l'expliquer parce qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Saunière a justifié, par exemple, que la comtesse de Chambord y avait fait un don de 3000 francs or, alors qu'il y a un don qu'il a sans doute majoré, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il a gonflé certaines sommes. La comtesse de Chambord, elle apparaît dans un premier temps dans les premiers brouillons de Béranger comme ayant donné 1000 francs or. Bon, et puis il va déclarer à l'évêque. C'est une somme, quand même. C'est une somme, déjà. Voilà, et puis ça pose une question parce que la comtesse de Chambord, épouse du comte de Chambord, veuve à l'époque où elle donne l'argent à Saunière, a failli être reine de France. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un personnage de premier rang. Pourquoi elle s'intéresse à un curé perdu au fin fond de l'Aude? Voilà. Donc là, c'est un mystère en fait. Et tout un tas de familles fortunées de Narbonne aussi lui donnent de l'argent. Donc il y avait ce mystère qui est résolu par l'introduction du cercle catholique dans l'équation en fait. Et je termine juste avec cette histoire il gonfle les sommes parce que ça c'est intéressant. On voit que Saunière, quand il va se justifier auprès de son évêque, il lui demande d'où vient cet argent en fait. Voilà, l'évêque veut savoir avec quoi il a construit tout ce domaine. Donc Saunière va invoquer un certain nombre de donations, mais on voit qu'au fur et à mesure des brouillons qu'il rédige, il va gonfler certaines sommes artificiellement, comme si il essayait de camoufler en même temps autre chose. C'est incontestable qu'il a reçu des dons, donc notamment par le biais d'Alfred et du Cercle catholique de Narbonne. Mais il est tout aussi incontestable qu'il a essayé de camoufler l'origine d'une partie de sa fortune qui est arrivée après les travaux. Voilà. Ce qu'on peut très bien expliquer, c'est la rénovation de l'église avec ces donations-là. Mais après, il a continué à voir arriver de l'argent. Et cet argent-là, il y a des interrogations sur la provenance. Et c'est là que l'idée du trésor est intéressante. Alors, il y a bien sûr sa servante, Marie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Marie. Ça. Oui, voilà, Marie. Elle porte bien son nom, sur le coup. Qui, elle, va survivre à l'abbé Saunière. Alors, elle va, j'emploie le terme, va survivre à l'abbé Saunière parce que, à la mort de l'abbé Saunière, elle deviendra un petit peu la moitié d'elle-même, quand même. Elle aura vraiment une nostalgie de sa vie d'avant, quoi. Oui, une grande nostalgie. C'est elle qui va hériter en fait tout le domaine, puisque Saunière lui avait légué le domaine par testament.
Et donc, elle va continuer à vivre dans ce domaine. On sait par des témoignages, notamment d'un instituteur qu'elle hébergeait dans la villa Bethany, que toutes les nuits, elle allait se recueillir sur la tombe de l'abbé, vraiment dans l'obscurité de la nuit, comme si elle communiquait avec lui, en fait. Hein. Et on sait aussi par certaines lettres qu'elle avait une relation sentimentale avec un homme d'église, hein, on peut le dire, avec un autre curé, qui, à la mort de Saunière, lui avait dit tu n'as plus rien à faire à Rennes-le-Château, tu peux venir avec moi. Et elle n'a pas pu, en fait. L'attachement au souvenir de Béranger était tellement fort qu'elle n'a jamais pu quitter Rennes-le-Château, et donc c'est là qu'elle va terminer sa vie dans ce domaine où elle va vivre. Elle le voyait un peu comme un père, tu penses? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Même dans la façon, alors malheureusement, on a très peu de correspondance entre eux, hein, finalement, puisqu'ils vivent ensemble, donc ils s'écrivaient peu. Sauf une période qui a été très courte au demeurant dans la vie de Béranger Saunière, où il a été en fait condamné à faire une retraite religieuse au monastère de Prouille par son évêque. Donc c'est une sanction qui lui est tombée dessus. Ça a duré un peu plus d'une semaine. Et là, Saunière, lui, a écrit tous les jours des lettres à Marie qu'on a conservées, des lettres très affectueuses. Hein. Il appelle ma petite Marinette, par exemple. Voilà, il y a des diminutifs. C'est très affectueux, mais c'est l'affection d'un père pour sa fille, clairement. Et puis il se plaint que lui écrit tous les jours, mais que elle, par contre, elle reste dans le silence le plus total. Mais c'est touchant. Voilà, c'est des lettres qui sont touchantes. Et je pense qu'ils avaient ce rapport-là un peu de père et de fille, et que c'est pour cette raison-là aussi qu'ils avaient cette proximité. Ça a été sa confidente. Hein. Si quelqu'un était au courant du secret de Saunière, c'est Marie, puisqu'il a tout partagé avec elle. Elle est allée avec lui la nuit dans le cimetière creusé, donc incontestablement. Voilà, si une personne savait dans le village, c'était elle. D'ailleurs, elle va jouer un rôle quelque part dans la création, ou en tout cas j'ai envie d'utiliser le terme création du mythe, puisque c'est elle qui va transmettre des informations à cette personne qui va créer l'hôtel. Enfin voilà, elle a un rôle central quand même dans la suite des événements. Oui, absolument, puisque là, on fait un bond dans le temps, en fait, en 1945. Alors, je précise que la rumeur du trésor, elle est attestée, hein, elle circulait dans le village, du vivant de Saunière certainement. La première trace écrite qu'on en a, c'est 1936. C'est un médecin de Carcassonne, Jean Giraud, qui visite, en fait, qui écrit un livre, Itinéraire en terre d'Aude. C'est un récit de voyage dans la haute vallée de l'Aude, en fait. Il raconte son périple et les villages qu'il a visités à cette occasion. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il passe à Rennes-le-Château, il décrit un village vraiment misérable, et puis il dit, d'un coup, quand on arrive au sommet du village, on a une villa flambant neuve, une tour, enfin, il est vraiment impressionné, il est saisi, et il a cette phrase, c'est la maison construite par un curé qui aurait trouvé un trésor, disent les paysans. Ce livre est publié en 1936. Donc, on sait déjà que dans les années 30, cette rumeur, elle est bien ancrée dans le village et dans l'esprit des villageois, et que éventuellement, il la raconte aux gens de passage. Et puis, donc, en 1945... En plus, cette histoire de crypte sous l'église, il demande quand même à des enfants du village qui sont des enfants de cœur, venez me donner un coup de main pour soulever la dalle, vous aurez un goûter. Enfin voilà. Donc j'imagine bien que la mémoire de cette pièce cachée reste quand même dans le village quelque part. Oui, il y a tous ces témoignages oraux. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que là je m'appuyais uniquement sur les témoignages écrits, donc voilà. Sur qu'on ne peut pas contester en fait. Hein. Ouais. Mais il y a tous ces témoignages oraux, notamment d'anciens enfants de chœur que Saunière aurait sollicité pour soulever une dalle dans l'église sous laquelle se trouvait un escalier. Puis Saunière les a congédiés. Ils n'ont jamais vu ce qui se trouvait sous cet escalier, à quoi il accédait. Mais enfin ils l'ont vu. Ils ont témoigné. On a plusieurs témoignages qui se recoupent comme ça. Donc il y a aucune raison de les remettre en question. Voilà. Et donc, en 45, il y a un homme qui arrive à Rennes-le-Château, c'est Noël Corbu, qui va jouer un rôle absolument essentiel dans la construction du mythe. Noël Corbu, il s'installe à Bugarache, en fait, dans un premier temps, avec sa famille, et tous les dimanches, il fait des excursions dans le coin. Et un dimanche, il arrive à Rennes-le-Château. Ils ont soif. Ils voient ce grand domaine. Ils vont demander de l'eau. C'est Marie Desnarnaud qui vit encore dans le domaine. Elle les accueille, elle leur offre l'hospitalité. Et puis, ils vont très vite sympathiser. Et dès l'année suivante, d'ailleurs, Marie va faire de Noël Corbu son légataire universel. Donc, c'est lui qui va, à la mort de Marie, c'est très rapide. Hein, ouais. Et tu vas demander un verre d'eau, tu te retrouves avec un domaine. C'est sympa, quoi. Moi, je voulais juste de l'eau. Hein. Je pense qu'ils n'attendaient pas, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, un an plus tard, il se retrouve potentiellement héritier de ce domaine. Et c'est ce qui va se passer à la mort de Marie.
Et en fait, à ce moment-là, Noël Corbu a besoin d'une source de revenus et il va avoir une opportunité immense, en fait, dans ce legs, puisque il va décider de transformer ce domaine de la baie en hôtel-restaurant de la Tour. Sauf que, évidemment, à l'époque, personne ne vient à Rennes-le-Château, c'est un petit village perdu. Voilà, on n'y vient pas par hasard à Rennes-le-Château, puisque en fait, c'est pas un village qu'on peut traverser sur un trajet. Hein. La route qui mène à Rennes-le-Château ne mène qu'à Rennes-le-Château, ça se termine là. Juste, on va donner un petit point géographique pour les gens qui connaissent pas, enfin qui sont jamais allés. La plus grosse ville, c'est Carcassonne. Alors Carcassonne est connue parce qu'il y a pas la forteresse, comment ça s'appelle La cité la cité de Carcassonne qui est le bras du monde. Après, faut descendre quand même Limoux, qui déjà bon, et puis après Limoux, c'est un peu la pente. Enfin voilà quoi. Hein, c'est pour vous dire. Hein, Limoux, c'est déjà le point de non-retour. Hein. Et donc, voilà, il faut attirer les gens à Rennes-le-Château. Et Noël Corbu, à qui Marie Desnarnaud a parlé de cette histoire de trésor, et qui en a sans doute entendu parler aussi dans le village, je te dis qu'il y a une opportunité là, parce que ça peut attirer des gens, une histoire de trésor. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est que il va décrire ce trésor. Personne ne l'avait fait jusque-là. On disait que le curé avait trouvé un trésor. Noël Corbu va dire, eh bien, ce trésor, et il représente 18 milliards de pièces d'or. Enfin, il vend. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il dit qu'il a trouvé ça dans des archives, etc. Les archives, il les a évidemment jamais présentées, mais ce qui est intéressant, c'est que son discours s'abreuve quand même d'un légendaire local, parce que voilà, l'origine en fait de ces 18 milliards, on la trouve dans une vieille légende qui concerne un petit éperon rocheux pas très loin de Rennes-le-Château, l'éperon de Blanchefort. Il y avait une forteresse visigothique sur ce petit éperon. Et depuis des décennies, en fait, enfin des siècles même, il y avait une histoire de trésor gardé par le diable sous ce rocher, sous cet ancien château wisigoth. Et ce trésor était chiffré à 19 milliards de pièces d'or que le diable régulièrement comptait, voilà, d'après le légendaire local. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que Noël Corbu s'est inspiré d'une légende trésorière voisine de Rennes-le-Château pour donner une image précise du trésor de la Bessonnière, et ça va fonctionner. Dans les années 50, il y a un journaliste de la Dépêche du Midi, Albert Salamon, qui vient à la table de Noël Corbu. Il entend cette histoire puisqu'en fait, Noël Corbu s'était lui-même enregistré sur une cassette audio qu'il diffusait à ses clients pendant le repas. Donc, les clients entendent. Il était très en avance au niveau marketing quand même. À niveau marketing, il a été très fort parce qu'il y a eu plein de coups marketing à l'époque. Ouais. Il a fait venir pas mal de monde. Il y a eu même des rumeurs d'une visite de Brigitte Bardot à Rennes-le-Château. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui régulièrement ont fait parler de Rennes-le-Château. Et parmi les visiteurs, il y a Albert Salamon, qui est journaliste à la Dépêche du Midi et qui flash sur cette histoire littéralement. Et en 56, ah oui, parce que l'histoire est fabuleuse. En 56, il pond 3 articles qui vont faire la une de la Dépêche du Midi. Et c'est à partir de là qu'on parle du curé au milliard de Rennes-le-Château. Et c'est à partir de là que les chercheurs vraiment vont arriver en masse. Voilà, c'est la première flambée, elle se passe là. Les chercheurs arrivent de partout et on veut absolument trouver ce trésor parce que l'idée, c'est que Saunière n'a pas tout dépensé, qu'il en a laissé une grande partie et que cette partie-là reste à trouver. Donc évidemment, c'est un appel formidable au rêve. C'est plutôt sexy, effectivement. Alors justement, la recherche, enfin on va dire que je crois que d'ailleurs Charroux se mêle à la mêlée, hein, parce que Charroux, avant d'être l'écrivain qu'on connaît, c'est un chercheur de trésors au départ. Hein. Après, il a écrit tous les livres. Mais Charroux, président du club international des chercheurs de trésors. Il est connu pour ça au départ. Absolument, oui. Avant de s'intéresser aux mystérieux inconnus et d'avoir la popularité qu'il a eue grâce à ses publications sur ces sujets-là, c'est un chercheur de trésors et il va amener énormément de monde puisque médiatiquement, il écrit dans pas mal de revues nationales, il fait des émissions radio, il vient avec toute son équipe, il passe des détecteurs, donc voilà, absolument, oui. Toute la première génération de chercheurs en fait de trésors qui arrivent à Rennes-le-Château arrivent par l'intermédiaire de Charroux généralement. Ouais, c'est sûr que là, ça engrange. Alors, par contre, c'était une question que je voulais te poser, ça, parce que bon, toi, tu arrives en 92. Tu parles des autres chercheurs, mais comment ça se passe avec les autres chercheurs? Parce qu'on parle de trésor, donc il peut y avoir quand même de la rétention d'infos, de la non-communication. Malgré tout, en te lisant, on a l'impression qu'il y a quand même une coopération plutôt bienveillante entre les chercheurs. Alors, est-ce que c'est une vision tronquée ou il y avait quand même un échange d'informations qui se faisait?
c'est peut-être une vision un peu tronquée parce que j'évoque certains chercheurs et il faut bien comprendre ceux qu'il y avec a, qui, voilà, ceux avec qui j'ai pu tu parles pas croiser, des avec autres. qui j'ai pu sympathiser. Non, parce que c'est un milieu quand même qui est assez particulier. Comme tu parles de rétention d'informations, c'est vrai qu'il y a différents groupes. Des informations non sensibles vont pouvoir être communiquées d'un groupe à l'autre. Des informations jugées sensibles par certains chercheurs qui pensent avoir localisé le lieu du trésor, par exemple, vont pas être communiquées. Oui, on parle de ça. Et puis, alors, c'est un microcosme aussi. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'après l'histoire du trésor, il a émergé autre chose. Voilà. Il a émergé quelque chose de beaucoup plus spirituel, en fait, et beaucoup plus mystique. Et là, on a vu arriver d'autres profils aussi. Et du coup, il peut y avoir des tensions à Rennes-le-Château très fortes, des tensions égotiques par rapport à ça, parce que dès qu'on rentre dans un discours mystique où certains arrivent en disant qu'ils ont été missionnés, que ceci, que cela, ça crée des profils assez particuliers. Donc, il y a une bonne entente, heureusement, entre différents chercheurs où on peut communiquer, on peut échanger, sans tout livrer, évidemment, des recherches respectives, mais enfin, dans un respect mutuel. Après, il y a eu des périodes de l'histoire de Rennes-le-Château qui ont été des périodes assez noires, assez tendues. Il y a eu des querelles de chercheurs qui sont restés célèbres. Il y en a encore aujourd'hui, c'est dommageable. Je pense que c'est une affaire qui est faite pour, à mon sens, plutôt pour fédérer, pour échanger, justement. Évidemment, je comprends qu'on garde pour soi des informations, mais voilà, ce qui est dommageable, c'est les tensions qu'il y a pu y avoir à différents moments dans cette affaire et qui sont extrêmement préjudiciables, en fait, à l'atmosphère qui devient formidable du moment où c'est un lieu d'échange et de partage autour d'une passion commune. C'est marrant parce que j'y ai vu pas mal de transversalité avec le monde ufologique, justement. Tu vois, il y en a toujours un peu toujours pareil. Oui, parce que il y a aussi, comment dire, il y a aussi différentes écoles. C'est pareil, c'est comme dans l'ufologie, c'est-à-dire que les premières générations qui sont arrivées à Rennes-le-Château, et il y a encore des personnes de cette période-là, c'est des chercheurs de trésors purs et durs. Donc, ils cherchent avec la pelle, ils cherchent avec la pioche. C'est des gars qui sont dans l'île au trésor, clairement, et qui sont pas ailleurs. Et puis, il y a un discours plus religieux qui est apparu avec l'idée que Saunière, finalement, n'avait... Bon, peut-être qu'il a trouvé un trésor, mais il a sans doute trouvé aussi autre chose, des parchemins qui remettraient en question l'histoire de l'Église. C'est ce qu'on voit émerger à partir de l'énigme sacrée, donc en 82. Et là, c'est un autre public qui arrive. C'est un autre public qui recherche pas un trésor matériel, mais qui recherche des questions spirituelles, qui va avoir dans Rennes-le-Château une espèce de révélation. L'Église qui passait pour être une carte au trésor devient en fait un message révélationnel autour de la véritable histoire du Christ, avec des indices cachés qui nous révèlent que Jésus, enfin chacun y va de son interprétation. Exactement. Mais une des interprétations les plus courantes, c'est que Jésus aurait eu une descendance ou que bon voilà, enfin c'est le thème de l'énigme sacrée. Voilà, c'est l'énigme sacrée, donc. Voilà, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que c'est bien foutu, quoi. Faut dire les choses. Oui, non, mais c'est un bouquin qui est fondateur de toute façon et qu'il faut lire absolument quand on s'intéresse à Rennes-le-Château, parce que il a amené Rennes-le-Château dans une autre dimension, ce livre, hein, très très clairement. C'est à partir de là qu'on commence à parler de Marie-Madeleine et à la considérer différemment. Et on en arrive à aujourd'hui. Parce qu'il y a toute une approche historique de Marie-Madeleine avec des recherches sérieuses sur le sujet. Je m'y suis moi-même livré. C'est ce que j'allais dire, j'ai très fortement contribué. Pas mal d'années de ma vie à travailler sur Marie-Madeleine et à montrer que tout cet arrière-plan en fait d'un secret lié à... Alors je parle pas de la descendance, mais d'un secret lié aux origines du christianisme, au véritable message du Christ. Oui, on pouvait faire des corrélations avec la région de Rennes-le-Château et qu'il fallait pas balayer ça. Christian, malgré tout, il y a quand même une réalité historique à cette chasse au trésor, puisque il y a cette fameuse bataille d'Alaric. Alors, si vous avez l'occasion de prendre l'autoroute, justement, vous avez un panneau sur l'autoroute qui indique ici a eu lieu la bataille entre Alaric. Alors, je ne sais plus si c'est Alaric Ier ou Alaric. C'est Alaric II. Voilà. Oui. Et vous avez ce panneau qui décrit bien qu'il y a eu une bataille à cet endroit-là. Et les Wisigoths avaient quand même étaient revenus de Rome, donc ils n'avaient pas fait le voyage pour rien quand même. Alors, c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est que ça a pris parce qu'il y avait un arrière-plan historique en fait. Exactement. Là, tu évoques Alaric II. À côté de Carcassonne, au sud de Carcassonne, il y a un petit massif calcaire qui s'appelle l'Alaric. Donc c'est une petite montagne, une grande colline, plutôt une grande colline d'ailleurs,
qui porte le nom de ce monarque wisigoth. Pour quelle raison, on ne sait pas. Sauf qu'il y a forcément une origine historique et on a par ailleurs donc un lien du coup entre Alaric et ce lieu, peut-être le tombeau d'Alaric. Certains cherchent le tombeau d'Alaric II dans cette montagne. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a un texte de Procope de Césarée, La guerre des Goths, dans laquelle il explique que les Francs ont pris la ville de Carcassonne parce qu'ils avaient entendu dire que le trésor des Wisigoths se trouvait dans cette ville. Et le trésor des Wisigoths, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On parlait de roman avec Rennes-le-Château, mais là aussi, on est dans un trésor de roman. C'est quoi? C'est un trésor dont l'histoire commence en 70 à Jérusalem, avec le sac de Jérusalem par les Romains. Et donc, les Romains, avec Titus à leur tête, s'emparent de Jérusalem et pillent le temple de Jérusalem. Et tous les trésors sacrés du temple sont embarqués jusqu'à Rome. À Rome, ça fait déjà du matos. Hein. Ça fait du matos. L'Arche d'Alliance, on n'est pas sûr parce que a priori, elle avait été dissimulée avant, mais enfin, il y a au moins la Ménorah, qui est le chandelier à 7 branches tout en or, vénéré donc par les Juifs. Ça, historiquement, on sait que ça arrive à Rome parce qu'on a l'arc de Titus qu'on peut encore voir de nos jours, qui est conservé, qui commémore le retour des troupes romaines à Rome, et la Ménorah est très clairement représentée comme étant un des objets ramenés de Jérusalem à Rome. Donc, ce trésor va rester à Rome jusqu'à ce que Rome soit, au 5e siècle, pillé à son tour par les troupes wisigothiques. Et donc là, c'est tout le trésor des Romains, c'est-à-dire que c'est non seulement celui du temple de Jérusalem, mais tous les trésors qu'ils avaient amassés au fur et à mesure de leur conquête et qui étaient présentés dans la ville impériale, qui vont être pris par les Wisigoths. Et la dernière mention qu'on en a de ce trésor, c'est Carcassonne, avec le texte de Procope de Césarée qui dit que les Francs ont pris Carcassonne parce qu'ils savaient qu'il y avait ce trésor dans la ville de Carcassonne. Or, la suite de l'histoire, c'est que ce trésor, on n'en a plus la trace. La Ménorah, la dernière mention qu'on en a, c'est celle-là. Il y a eu des hypothèses qui expliquaient que le trésor avait été secrètement évacué de Carcassonne par les Wisigoths avant l'arrivée des Francs, qu'il aurait été amené à Ravenne, mais on ne trouve plus jamais trace dans aucun texte de ce trésor ni de la Ménorah. Or, si la Ménorah était arrivée ailleurs, forcément, étant donné l'importance de ce chandelier, de l'objet, importance sacrée, historique et même matérielle, il y aurait une trace. Donc, il n'y en a plus, on en perd la trace à Carcassonne. Et ce qui est fascinant, c'est que tout au long du 19e siècle, en fait, les Carcassonnais vont s'intéresser à cette histoire de trésor. Il y a Firmin Jaffus, qui est un bibliothécaire de Carcassonne, qui en 1867 publie un petit opuscule sur le sujet, en disant que oui, on perd la trace de ce trésor. Donc c'est un érudit local, c'est quelqu'un qui prend fait et cause pour cette idée que le trésor se trouve encore à Carcassonne. Et on a 2 fois au 19e siècle des fouilles qui sont financées par des habitants de la ville et des personnalités d'importance pour fouiller le vieux puits de la cité parce que d'après les traditions locales, le légendaire, le trésor avait été mis au fond du puits. Alors, ça, c'est un vieux topoï des légendes de trésor, le puits au trésor. Le puits a été fouillé, on n'a rien trouvé, mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a ce légendaire, il y a ces faits historiques. Et ce qui est intéressant quand on revient à Rennes-le-Château, c'est qu'en fait, dans les revues folkloristes de début XXe siècle, j'ai trouvé plusieurs articles qui identifient le fameux trésor de Blanchefort dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui l'identifie clairement au trésor des Wisigoths d'après certaines traditions populaires. Donc voilà, c'est intéressant. On sait aussi que Rennes-le-Château, qui est un tout petit village aujourd'hui, historiquement avait été une cité importante, cité wisigothique du nom de Rédé. Donc c'est un argument de plus pour imaginer qu'une partie de ce trésor s'est retrouvée finalement là, quelque part, soit sur Rennes-le-Château, soit dans les environs, et qu'il y a une connexion. Et c'est pour ça que ça a si bien marché, l'idée du trésor de la Bessonnière. C'est parce qu'il y avait cet arrière-plan et que l'idée du trésor des Wisigoths, évidemment, elle a cautionné en fait toute la rêverie autour du trésor de la Bessonnière à Rennes-le-Château. C'est ça qui est passionnant dans cette histoire. Il y a toujours un fait et tu te dis ok, ça c'est solide. Donc voilà, on peut comprendre quand même que les chasseurs de trésors se soient dit ouais, si on pouvait mettre la main dessus, ce serait quand même super intéressant quoi. Enfin voilà, Oui, ben il faut bien penser. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à Rennes-le-Château, on a une vision qui, comme je disais, est un petit peu différente. Oui, c'est encore des chercheurs de trésors, mais c'est surtout des gens qui viennent chercher des réponses spirituelles aujourd'hui qui viennent à Rennes-le-Château. Oui, mais alors, ce qui est fascinant, c'est quand on revient dans les années 60 et 70. Là, c'était incroyable. C'est vraiment l'âge d'or de la recherche du trésor. Et des gens vraiment ont dépensé des fortunes. Hein. Vraiment, certains se sont ruinés pour trouver le trésor de l'abbé. Mais voilà, c'est dire à quel point
on imagine un trésor tout à fait colossal et certains continuent à l'imaginer parce qu'historiquement, il y a une assise en fait. On perd la trace de ce trésor dans la région, on ne l'a pas retrouvé, donc le rêve est encore possible. Et quand je dis rêve, ça ne veut pas dire que c'est pas réel. À travers ce genre d'histoire, on voit aussi que le rêve peut s'incarner dans la réalité. N'empêche que moi, je serais une école de management ou d'organisation d'événementiel. Je parlerai pendant un de mes cours de Noël Corbu, quoi. Enfin, il y a un moment de dire, bon, les gars, on va vous raconter une histoire. Lui, il était fort, quoi. Avec une cassette audio, oui, il tenait la salle, quoi. Oui, il tenait la salle. Et puis bon, ce qui est fascinant après, bon, il y a eu un autre personnage que j'évoque dans le livre et qu'on évoquera, c'est Pierre Plantard, ouais. qui a encore donné une autre dimension à l'affaire qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Mais ce qui est fascinant avec Rennes-le-Château, c'est qu'on parle d'un fait divers local a priori qui aurait pas dû avoir une telle résonance et que par différentes interventions, en fait, on en arrive à un mythe planétaire. Puisque Rennes-le-Château, il faut bien le répéter, ça a déjà été dit, mais a notamment inspiré Da Vinci Code. Sans l'affaire de Rennes-le-Château, il n'y a pas de Da Vinci Code. Et ça, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, Dan Brown et les réalisateurs du film ont fait différents clins d'œil à Saunière, puisque au début du roman, le conservateur du Louvre qui est assassiné s'appelle Saunière. Voilà, et dans le film, on aura encore d'autres clins d'œil, même si Rennes-le-Château, c'est ça, Dan Brown n'amène pas ses personnages à Rennes-le-Château, mais dans le film, pendant un repas entre ecclésiastiques, il y a une bouteille qui passe de façon quasi subliminale, qui s'appelle Château-Rennes, avec une date 1976, et sur l'étiquette, il y a une gravure de la tour Magdala. Vraiment, c'est la tour Magdala. Il faut faire un arrêt sur l'image pour la voir, mais voilà. Pour dire la résonance de cette histoire de Rennes-le-Château. Énorme. Alors, ce qu'on vous propose, parce il y a encore beaucoup de choses passionnantes à raconter sur cette histoire. Effectivement, tu as évoqué Pierre Plantard et c'est un personnage incroyable, ce Pierre Plantard. Hein. Je pensais à peu près connaître l'histoire et honnêtement, en lisant ton livre, je me suis rendu compte que je connaissais rien de ce Pierre Plantard. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va vous proposer une autre émission où on pourra développer tranquillement la partie de Pierre Plantard et il y en a à dire. Et moi, je tiens absolument aussi à ce qu'on évoque dans l'autre partie toutes ces découvertes absolument incroyables que tu as faites. Voilà, moi, je suis étonné que ça n'ait pas eu une résonance nationale, voire internationale, parce que tu as fait un travail vraiment exceptionnel. Donc ça, on en parlera la prochaine fois. Profitez-en dans l'intervalle. Vous allez chez votre bouquiniste ou autre, le secret dévoilé, comme ça vous laisse le temps de le lire. Mais vraiment, vous allez passer un moment super et très enrichissant parce qu'il y a des faits historiques. Enfin, on apprend plein de choses. On ressort de la lecture moins bête et c'est absolument super bien écrit, Christian, ça je tiens à te le dire aussi. Voilà, écoutez, ce qu'on va faire, là je suis désolé, je sens que pour certains on vous laisse un petit peu la gueule ouverte. Pas très sympa, mais bon. En même temps, voilà, on aura la suite. Je pense que pour la suite, il y aura du monde pour la voir, effectivement. Christian, un grand merci pour cette première émission. C'est un sujet passionnant. Et même en ayant lu le livre, discuter avec toi, c'est vraiment absolument passionnant. Et moi, je suis épaté vraiment par le travail d'une minutie, d'une rigueur. Et j'imagine des fois ça a dû être éreintant par moment quand même. Enfin, pour pas dire souvent. Ah oui, parce que bon, c'est la retranscription d'une quête en fait, c'est 20 ans de ma vie, cette histoire-là qui est condensée dans un livre. Il fallait trouver un juste équilibre parce que ça nous amène, on va le voir, ça nous amène très loin. On part d'une histoire de trésor et puis on ouvre la porte sur toute autre chose. Incroyable. Et voilà, il fallait concevoir le plan du livre, il fallait arriver à retranscrire ça en fait, à retranscrire dans le papier ce que j'avais vécu moi intérieurement tout au long de ces années, avec ces différentes portes qui s'ouvrent sur des choses de plus en plus incroyables. C'est un peu un jeu de poupée russe en fait. On répond à une question, puis il y a une autre question derrière, et puis une autre question. C'est un peu ça l'histoire de ce livre. Et on vous promet un cliffhanger. Mais un cliffhanger, les amis, d'un autre monde, c'est sans mauvais jeu de mots, effectivement, quoi. Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis vraiment pressé qu'on enregistre la deuxième partie de cette émission parce que voilà, c'est la réalité, mais c'est juste incroyable, effectivement. Bon, Christian, écoute, il me reste à se souhaiter une très bonne soirée.
et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'émission sur le livre Le secret dévoilé. Merci Salut Pascal. Christian. Salut et à très à vite. bientôt.